on est complètement en fait fragile après une infidélité. C'est-à-dire qu'on cherche euh, des points d'appui pour essayer en fait de remonter à la surface. Donc du coup, on est fragile. Et chaque mot a un impact et une importance en fait en soi qui va être déterminante. D'où le fait de savoir à qui je parle de cette infidélité. Que vous ayez cette période-là de folie, Mm. et elle doit se vivre. On ne peut pas la Mm. refouler. On ne peut pas refouler le fait d'être en colère ou être dégoûté ou être dans la haine. On ne peut pas, ou d'être triste. Non. Par contre, ça va se vivre. Et après, c'est comment j'essaye finalement d'accueillir tout ça pour essayer de le traiter avec sa juste dose. Et c'est pour ça que les couples en fait qui travaillent sur ça sont magnifiques entre eux. Ils sont magnifiques parce qu'ils sont tout oui. Ils sont comme au départ, si vous préférez. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Dans la seconde partie de cet épisode, Brahim et moi ouvrons une boîte de Pandore qui recèle un grand trésor, celui de découvrir enfin ce qui se joue au sein d'un couple foudroyé par une infidélité avérée. Durant cette conversation, Brahim nous précise les conséquences émotionnelles, physiques et sur le long terme d'une infidélité en tant que telle. Il partage également avec nous les différentes étapes de la gestion d'une telle trahison, nous explique comment gérer le flot d'émotions et le temps moyen à envisager avant d'éventuellement pardonner. On lève également le voile sur différents tabous, notamment les jugements acérés des proches lorsque l'on décide de rester, la possibilité de s'aimer encore plus fort après s'être tant malmené, mais aussi le travail colossal que cela nécessite de se reconstruire après avoir connu le pire. C'est un épisode riche en réflexion, mais également en transparence, notamment sur la fin de l'épisode, que je vous invite à écouter à l'abri des oreilles d'un public trop jeune, je pense notamment à vos enfants. J'espère que ce voyage en terre inconnue pour beaucoup d'entre nous vous aura plu, mais surtout qu'il nous aidera à moins juger et à tout donner pour ne jamais avoir à traverser une épreuve d'une grande difficulté. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Si on repart sur les conséquences, on entend très souvent et on l'imagine aisément à quel point l'infidélité, c'est une sorte de déflagration pour le couple, mais surtout, quelque part, pour la personne trompée. Tu m'as dit quand on a préparé l'interview, c'est un démantèlement même. Et moi, j'aimerais comprendre quelles sont les conséquences concrètes, mais vraiment concrètes, dans l'esprit, dans l'âme, voire dans le corps également, d'une personne qui est trompée. Est-ce que ça te fait automatiquement naître, je sais pas moi, une blessure de la trahison? Est-ce que tu as une perte de confiance en toi, en l'autre? Est-ce que ça peut t'amener à la folie? Enfin, jusqu'où ça peut amener Ça peut d'être t'amener trompé? dans plusieurs extrêmes, suivant la sensibilité, suivant l'impact, suivant la mémoire physique que Mhm. j'ai de mon couple et l'intensité d'amour, d'émotion qu'il y a pu y avoir dans ce couple-là. Ça, Mhm. c'est, on va dire, la première étape qui permettrait de dire voici l'impact. Mhm. L'impact n'est pas spécifiquement pareil si j'étais un an ou deux avec mon mari ou mon épouse. Si ça fait Mhm. 25 ans qu'on est ensemble, qu'il y a de l'amour, des enfants, des projets et plein de passion, l'impact sera complètement différent pour celui qui le subit. Mhm. Ensuite, j'appellerais ça même un tsunami émotionnel. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément d'émotions complètement différentes. À la fois un amour, à la fois une haine, à la fois de la tristesse, à la fois du dégoût, à la fois de la distanciation, à la fois une forme en fait de se laisser, j'ai envie de dire, mourir, hein, parce que je me meurs à partir du moment où c'est un choc. Et dans les étapes de l'infidélité, quand on le découvre, il peut y avoir le choc, certes, et tout de suite après, bizarrement, il y a une forme de déni pour celui qui le subit. C'est tellement violent qu'il y a un mécanisme en fait de défense qui se met en place
qui est cette période de déni. C'est pour ça que les gens, quand ils sont dans l'infidélité, ne viennent pas en fait le lendemain en thérapie de couple. Hmm. Ils viennent des mois après. Que ce soit la personne qui a été trompée ou la personne qui trompe. Voilà, parce que celui qui trompe ben, se dit, ben, nickel, parce que le déni vous amène en fait à vous rapprocher de l'autre. Parce que vous rapprochez de l'autre, vous laisserez sous-entendre en fait qu'il s'est rien passé. Tout va bien en fait. Tout va bien, il n'y a rien eu, on recommence comme avant. Celui qui fait subir l'infidélité, ben, il se dit, bah, tiens, pourquoi pas? Ouais, ça me va, moi. Elle revient vers moi, il revient vers moi, c'est génial. Hmm. Sauf que cette période de déni ne dure pas. Bah oui, parce qu'en fait, enfin, si on revient comme avant, ça va pas aller, puisque ça n'allait pas avant, et c'est pour ça, enfin, c'est pas pour ça, mais Oui, mais ça a mené vers l'infidélité. le déni est un mécanisme de défense, c'est tout. Hmm. N'est pas en fait on va dire que c'est juste le mécanisme de défense qui me permettrait à reprendre une bouffée d'air pour Hmm. pouvoir réaliser ce qui s'est passé et commencer à le traiter réellement. Et c'est pour ça qu'après, il y a cette étape d'émotion. Donc choc, déni, émotion. Où il y a Choc, un déni, émotion. émotion. C'est le parcours souvent par lequel on C'est passe. souvent ce parcours-là où le choc, bah, ça peut être il va pas durer longtemps le choc. Ça va être quelques jours, voilà, suivant les personnes, bien entendu. Hmm. Il va y avoir une forme de déni où on n'a pas envie en fait de tout remettre en question. Donc, je préfère être dans le déni. Hmm. Puis en fait, on Mes n'a pas envie de. enfants, Mais c'est ça, en fait, on a l'impression qu'on est en train de tout jeter par la fenêtre, de se dire, mais attends, mais exactement, est-ce que vraiment son erreur à lui ou à elle nécessite que justifierait. j'ouvre ma fenêtre et je jette 10 ans de ma vie? Alors qu'en fait, c'est pas nous hein, qui jetons 10 ans de notre vie, mais c'est un peu, je pense, le sentiment qu'on peut avoir. Exactement. Parce que, vous savez, en très peu de temps, vous devez remettre une longue partie de votre vie. Hmm. Mais en très peu de temps. Puis en C'est plus, on comme a la si on vous charge de la disait, décision. Je trouve que c'est hyper culotté quelque part. C'est-à-dire que c'est la personne qui trompe et c'est quelque part à nous de décider qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait. bah, c'est pourquoi? Parce que on en avait parlé, il y a cette culpabilité de se dire, mais si je fais rien, comment on va me penser, comment moi je vais me penser? Hmm. Comment on va me penser? Parce que ça peut se savoir, mais tu es resté avec lui ou elle alors qu'elle t'a trompé. Ouais, ça me met une Mais prochaine la question. plupart On y des gens, reviendra. Ouais. oui, certainement. Et c'est ça qu'il faut déterminer. C'est-à-dire qu'il y a besoin de mettre une action dans ce qui s'est passé. Hmm. Mais le problème, c'est ne jamais prendre une décision sous l'effet de l'émotion. C'est pour ça que l'infidélité, c'est très particulier, parce qu'on prend une décision qui n'est pas réfléchie. C'est pour ça que la thérapie, parfois, de couple est intéressante de se dire, je vais voir une thérapie de couple, c'est pas spécifiquement pour retricoter ce qui a été démantelé. Non, c'est plutôt de se dire, j'aimerais comprendre pour mieux savoir quoi en faire. C'est vraiment la vraie question de se dire, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans notre couple pour mieux savoir quoi en faire. Hmm. Mieux je sais, mieux je suis en capacité de pouvoir tricoter une réponse, une solution. Ouais, et en Et fait, la de solution, ça décider, en peut. fait. Oui, c'est ça. La solution, Ah c'est de oui, décider. Ouais, ok. la solution, c'est de décider parce que c'est jamais facile. Hmm. N'oublions pas qu'une émotion bah, peut nous amener tout de suite à se dire, mais ah, bah, il m'a fait ça, c'est mort. Hmm. Elle m'a fait ça, bah, c'est mort. Donc du coup, je divorce. Voilà, je vais voir un avocat dès demain, etc. Donc réaction. Donc ne pas réagir, mais plutôt agir. Hmm. Parce qu'on réagit souvent face à un choc, très souvent. Et très souvent, ça peut être pas la bonne décision, pas la bonne réponse qu'il faut donner à ça. Donc, en fait, en fait, quelque part, comme on doit réagir le jour où ça nous arrive, en fait, parce que je pense que l'émotion, elle est trop forte, c'est difficile là, de dire, attends, je vais déjà agir. Alors que franchement, bah, je pense que on est tellement au fond du trou. Et puis même, enfin, je pense que ça convoque des sentiments qui sont hyper intenses. Enfin, vraiment, je pense que la Mais blessure de bien sûr, trahison, c'est elle est pour ça qu'on folle, parle. que la Mm, colère, elle est folle. Et mm, que, mm, mm. ben, comment on fait pour réagir, enfin, j'allais dire, bien réagir, si tant est qu'on puisse Bah, bien bien réagir, réagir. C'est des gros bien mots. réagir ne veut pas dire euh, que vous ayez cette période-là de folie. Hmm. Et elle doit se vivre. On peut pas la Hmm. refouler. On peut pas refouler le fait d'être en colère ou être dégoûté ou être dans la haine. On peut pas, ou d'être triste. Non. Par contre, ça va se vivre. Et après, c'est comment j'essaye finalement d'accueillir tout ça pour essayer de le traiter avec sa juste dose, de manière à trouver la juste réponse, la juste solution qui me permettrait
de ne pas être dans du radical ou dans de l'extrême, de part et d'autre. Rester parce que bah voilà, j'ai trop peur, etc. Ou des peurs, des craintes, des choses qui peuvent se manifester en soi, ou partir parce que c'est trop violent là maintenant tout de suite et j'ai besoin d'acter quelque chose Mm. pour m'en libérer. Non, il y a un entre-deux. Ok, en Il fait, y a un entre-deux à trouver. donc la première étape, c'est la réaction, qui de toute façon est naturelle, parce qu'on n'est pas des robots. Mhm. Et Mhm. après, seulement, il y a l'action, voire la décision. C'est ça, en fait, quelque part. Exactement. Action, décision. Ok. Action, décision, parce qu'à un moment donné, il va falloir décider de Enfin, qu'est-ce que action, je fais de réflexion, puis ça. décision. Oui, ok. Ok. Exactement, Ok. exactement. Ok. Parce qu'il va falloir en faire quelque chose. Ouais. Je ne peux pas en fait laisser un acte aussi tsunamisant, j'ai envie Mm. de dire, Mm. en soi, parce que tout a été mélangé. Toute Mhm. ma croyance a été mélangée. Alors, d'autant plus si on est religieux, c'est encore pire parce que parfois on peut se dire, mais purée, mais je pensais que ben, l'infidélité, c'est péché. Je pensais que voilà, tu vas tous les jours peut-être prier et tu as été infidèle, mais à qui j'ai affaire finalement? Parce que tout le masque tombe. Mm. Le masque tombe parce que vous pouvez avoir, moi j'ai affaire à des musulmans plus plus. Qu'est-ce que ça veut dire un musulman plus plus? Ça veut dire que quelqu'un qui est constamment à la mosquée, qui est constamment peut-être en train d'apprendre sa religion et qui peut être dans l'infidélité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est méconnaître finalement l'être, c'est-à-dire, euh, j'ai envie de dire, condamner l'acte et pas l'individu, dans le sens où l'acte, oui, il est condamnable, mais l'individu, en fait, j'ai envie de dire, il a ses fragilités, ses faiblesses. Ça veut dire que si je ne compare pas, si je ne dissocie pas tout ça, je vais peut-être maltraiter le sujet. Mhm. Donc, oui, tout le monde est assujetti à l'infidélité, peu importe qui vous êtes et à quelle intensité vous êtes aussi dans votre croyance ou votre religiosité. Mm. Ok. D'accord? Oui, bien sûr. Pour les personnes qui sont infidèles et qui souhaitent se confesser avant d'être attrapées, est-ce qu'il existe une bonne, Mhm. beaucoup de guillemets aujourd'hui, une bonne façon de le dire ou d'amener la chose? Parce qu'en fait, là, on a beaucoup parlé de déflagration, etc. Et c'est tout à fait normal. Mais du coup, peut-être, je sais pas, qu'il y a une personne qui nous écoute, qui est dans une situation d'infidélité émotionnelle, physique, peu importe, et qui se dit, ben, en fait, j'aimerais bien en parler à mon époux, à mon épouse, mais j'ai trop peur, en fait. J'ai peur qu'elle me dise, quoi? Mais tu m'as fait ça, mais t'es un gros pervers, mais attends, mais toi, t'es pas une femme respectable. Donc, en fait, Mhm. ça peut faire peur. Et on peut se dire, mais bah, du coup, je Mhm. préfère pas dire et je préfère étouffer le truc et me dire, peut-être je vais retravailler sur mon mariage ou est-ce qu'on est obligé de le dire? Enfin, quelle est ta position là-dessus? Bah, je pars du principe. Alors, on peut penser la chose de maintes manières. Si je la pense de manière religieuse, par exemple, on va toujours vous dire de taire en fait vos défauts, vos Mhm, malfaçons. Ok? mhm, mhm, Donc, d'un point de vue religieux, on va vous dire, mais tiens, ça reste entre toi et Dieu et terminé, et t'essaies de t'en repentir et puis terminé. mhm. Par contre, déposer la chose, rappelez-vous, hein, déposer la chose, c'est moi me décharger d'un poids. Donc, ça peut être aussi euh, j'ai envie de dire, pas malsain, mais en tout cas, se dire, bah, tiens, moi, ça me fait trop mal, je le dépose et puis adviendra ce qu'il adviendra. Mhm. OK? Mais le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas le dire, Ah ouais, tu conseilles de pas le dire. mais d'aller travailler sur qu'est-ce qui m'a amené pour ne pas recommencer. Mhm. Pourquoi? Parce que euh, le dire viendra en fait tsunamiser en fait le couple, c'est-à-dire qu'il viendrait euh, remettre en question trop de choses, qui Mhm. viendrait marquer le couple de quelque chose de très grave. Mais Qui est par déjà contre, fragile en plus. ah Ah oui, ouais. complètement. Mhm, Et ce ok. qui amènerait peut-être Par contre, l'infidélité vient me dire plusieurs choses sur moi et je me dois quelque part en fait d'y travailler. Je me dois en fait de me dire mais quelle est la brèche chez moi qui m'a amené à m'infiltrer quelque part dans cette infidélité. Mhm. Donc ne pas le dire ne veut pas dire régler la problématique, veut dire ne pas le dire si je vais travailler sur ce qui m'a amené à. Ok. Oui, oui. Ouais, ouais, j'ai bien compris. Donc C'est pouvoir en pas juste ne parler pas le dire. peut-être à un thérapeute et vraiment démanteler la chose, parce qu'il faut déposer, parce qu'il aura besoin ou elle aura besoin de déposer. Mais quel est l'intérêt, quand on regarde, de pouvoir le dire à l'autre, si ce n'est en fait de démanteler le couple?
ou de le Hmm. fragiliser encore un peu plus. Ouais, je comprends. Je Ça comprends. reste mon opinion, bien entendu, hein. Ouais, bien sûr. Voilà, voilà ce que je peux penser. Je te remercie, Malakalaoufik. J'ai remarqué une chose qui est intéressante, et t'en as un peu parlé, je t'ai dit, ah, on va en reparler, c'est Mhm. que dans nos sociétés, à l'heure actuelle, rester, c'est pas sexy. C'est-à-dire que clairement, rester avec un partenaire qui nous a trompés, c'est pas très bien vu. En anglais, on Mhm. dit staying is the new shaming. C'est-à-dire que Mhm. le fait de rester, c'est ça la nouvelle honte en fait. C'est ah, attends, il t'a trompé, tu restes. Et d'ailleurs, très souvent, on entend beaucoup de choses de trompeur un jour, trompeur toujours. Non mais comment tu peux Mhm. rester? Enfin, ça presque ça diminue notre ça diminue, je vais pas dire notre ego, mais ça nous diminue nous, ça nous rend ça nous fait passer pour la personne faible, pour la personne qui a en fait quelque part choisi son couple à la place d'elle-même ou à la place de lui-même. Est-ce que toi, tu le remarques aussi dans tes consultations et à quoi est-ce que c'est dû, cette nouvelle honte un peu de rester? C'est une volonté peut-être de reprendre une revanche sur une déception, peut-être. En même temps, bah, l'autre parle de lui, il parle pas du couple. C'est-à-dire que on se doit en fait de traiter l'infidélité du couple à partir des deux protagonistes et pas à partir finalement de ce que vont dire les voisins, les cousins, les amis. Parce Hmm. qu'ils parlent d'eux. L'impact en fait qu'on a de l'infidélité est lié en fait à la relation que j'ai dans mon couple. Hmm. Et cette relation-là, vous êtes la seule ou le seul à pouvoir le déterminer. Donc, rester parce que j'ai un intérêt profond à rester, parce que j'ai envie de dire, mes réponses qui m'amènent à rester dans le couple, m'appartiennent. Ça m'appartient, ça. Donc là, en l'occurrence, c'est très personnel. Donc, en aucun cas, je me dois finalement de composer avec ce que les gens disent. On peut écouter, bien entendu, sur Instagram, par exemple, beaucoup de femmes aujourd'hui qui se révoltent vis-à-vis de ça. Mais si tu as fait ça, mais balance-le, enfin, vire-le, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est même dangereux. Parce que quand je vis une infidélité, j'ai besoin peut-être d'être reconnu dans cette infidélité-là. Et si il m'arrive d'écouter peut-être sur Instagram, sur TikTok, sur peu importe, sur un post, quelqu'un qui viendrait justifier justement la chose, parce que j'ai besoin en fait qu'on justifie ma séparation, qu'on justifie ma blessure, eh bien ça va m'amener quelque part à prendre une décision peut-être qui n'est pas en fait celle-ci. Et Ouais, ça, c'est mais ouais, très important de le ouais, comprendre. c'est Parce hyper que, juste ce que tu dis. ah oui, complètement. Parce que, non, penser les choses à partir de soi, qu'est-ce que moi j'en fais de cette infidélité à partir de ce que moi j'ai vécu ou ce que je vis avec mon partenaire, va être déterminant et important. Moi, je peux avoir des couples qui me disent, bah, nickel, on est prêt à retravailler sur notre infidélité et il suffit que madame ait affaire à une cousine lointaine qui aurait subi elle aussi une forme d'infidélité et qu'ils en Hmm. parlent, que ça vienne changer en fait la donne ou la Hmm. direction de la thérapie. En Ah ouais, disant, mais j'ai carrément. bien réfléchi. Ah oui, complètement, parce qu'on est fragile. On est complètement en fait fragile après une infidélité. C'est-à-dire qu'on cherche euh, des points d'appui pour essayer en fait de remonter à la surface. Hmm. Donc du coup, on est fragile. Et chaque mot a un impact et une importance en fait en soi qui va être déterminante, d'où le fait de savoir à qui je parle de cette infidélité. Si Hmm. j'en parle à une amie, par exemple, qui est censée, qui a suffisamment de recul et qui donne l'impression d'être neutre, mais qui vous amène à réfléchir sur vous, plutôt que dire ce que elle aurait fait, c'est complètement différent. Ouais, c'est hyper différent et en même temps, ben, c'est hyper dur parce que de ce que j'ai pu voir autour de moi, la Mhm. personne qui est trompée, tu vois, tu dis, ben, elle a besoin qu'on lui dise, c'est super grave ce qui t'est arrivé. En fait, elle a besoin Bien qu'on sûr, reconnaisse sa blessure qui est bien sûr. immense, sa douleur qui Mhm. est immense. Et puis, par ailleurs, faut quand même qu'on se le dise, je pense que t'as une telle déflagration en toi que je sais pas moi, si demain tes proches t'appellent, t'es plus vraiment toi-même en fait. Donc en fait, les gens vont dire Non. bah qu'est-ce qu'il y a? Et donc bah forcément, tu vas t'épancher. Donc en fait, je trouve que c'est hyper dur parce que pour que ça reste une décision personnelle et du couple, il faut éviter de trop en parler. Mais en vrai,
comment tu fais pour pas parler d'une telle déflagration dans ta vie, en fait, tu vois? C'est un peu Alors, comme... en parler, c'est pour ça que le choc du départ, le déni, et puis les émotions vont parler, et les émotions à un moment donné vont parler, parce que si Ouais. vous avez une copine, une cousine, une maman qui vous regarde et qui vous dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je sens que ça va pas, et tu vis un truc là. Et à un moment donné, on s'effondre et Mm, on dit, il s'est passé un truc, ça va pas du tout avec machin, etc. Bon, d'accord, on dit, déposer, réagir par rapport en fait au tsunami, j'ai envie de dire, ça c'est normal. Vous savez, réagir c'est normal. mm, Par contre, redescendre et après en faire quelque chose pour mieux pouvoir le traiter et le solutionner intelligemment en est une autre. On va pas mm, reprocher en fait à une femme ou à un homme d'avoir réagi par rapport à une infidélité. Parce qu'il y a des circonstances atténuantes qui font que. mm. Ah oui, donc, pardon, qui font que on peut pas en fait condamner la personne de dire mais purée, mais t'as été le dire à tout le village, maintenant c'est la honte, etc., etc. Non, j'avais besoin de déposer à ce moment-là, j'avais besoin d'être reconnu dans ma blessure, donc j'avais besoin de le dire, j'avais besoin qu'on m'accueille, j'avais besoin. Et la dernière personne à qui j'avais besoin peut-être de le dire et de le vivre et d'être accueilli dans ça, c'est toi Mm. dans le sens où Bah, c'est j'ai plus plutôt quelqu'un confiance. d'autre. Bah Eh ben oui, oui, bah évidemment. je perds confiance Bah bien sûr. complètement, et Bah puis tu es le évidemment. protagoniste de de ma douleur. De ma Donc souffrance, ouais. exactement. Donc je Mm, vais en parler à l'extérieur en fait de tout ça. Et donc ça se comprend, mm, attention, ça se comprend, ça se justifie. mhm. Je parle toujours en fait de l'après, l'après, parce que le choc c'est le choc, la Mm. douleur c'est la douleur. On peut pas dire à la personne mais patiente. Ouais. Tu Ou es avec les c'est patients. bon, ça Mais suffit non, maintenant, ça fait longtemps. Parce que bah ça, on l'entend oui, aussi parfois beaucoup, notamment dans les couples. Non, mais ça va, je t'ai montré que quand même, j'avais changé. Non, mais en fait, me dis pas ça bah va. c'est Parce pour qu'en ça fait, une femme ou un homme va répéter plusieurs fois les mêmes questions mm, et le protagoniste, entre guillemets, de du l'infidélité. mal-être, Mm, et oui, de l'infidélité, va toujours vous dire, mais purée, mais je t'ai déjà répondu, je t'ai déjà répété la même chose, que t'inquiète pas, que si, que ça. Mais en fait, la personne, elle a tellement été trahie et tsunamisée de l'intérieur qu'elle a toujours besoin de vouloir réassurer mm, ce qui est fissuré en elle, ce qui est blessé en elle. Donc elle va mm. répéter. Et on dit pour des personnes en fait qui veulent travailler sur l'infidélité, hein, ne pas divorcer et travailler sur cette infidélité, il faut entre 6 et 2 ans pour Entre six se mois et deux dire, ans? oui, 6 Ok. mois et 2 ans Ok. de travail personnel, donc 6 mois et 2 ans de patience pour celui qui a fait subir, parce qu'il va subir. Et oui, il va subir ou elle va subir. Donc pourquoi? Parce qu'il y aura des va-et-vient, il y aura des ascenseurs émotionnels. Mm, Et si les personnes arrivent à tenir 2 ans dans ces émotions, ces échanges parfois qui peuvent être de colère, de reproches, beaucoup de reproches, beaucoup de souffrance, beaucoup de tu m'as fait subir ça, je serai plus jamais la même personne. mm, Voilà, vous allez très vite comprendre que 2 ans après, on peut estimer qu'on peut recommencer, pas une vie comme avant, mm. mais une vie. Et Ouais. j'aime bien cette phrase qui dit faites en sorte que votre blessure devienne une belle cicatrice. C'est-à-dire que je ne peux pas revenir sur la blessure que tu m'as causée. Bien sûr. D'accord? Par contre, je vais la soigner de manière à pouvoir vivre avec et que ça soit une belle cicatrice, dans le sens où je vais la regarder, mais je vais la regarder autrement qu'au début du coup, hein, entre guillemets. Mm. Oui, puis en fait, cette phrase, elle dit une chose qui est essentielle, c'est que bah, ce sera une cicatrice. Ça ne partira Ah jamais, non, en ça ne fait. partira Ça pas. ne partira jamais. C'est à Mais vous de décider si vous voulez en faire une belle cicatrice ou en faire votre souffre-douleur toute votre vie. et la laisser à vif aussi toute sa vie, quoi. Ok, Exactement, ok, exactement. Donc d'accord. elle doit se soigner, certes, Mhm. pour continuer à vivre, parce qu'il faut continuer à vivre, mais ça reste une blessure et c'est ce qu'il faut comprendre. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire comprendre parfois aux hommes ou aux femmes quand ils ont fait subir ça, c'est que c'est une cicatrice, je peux pas l'enlever. Dire à une personne, mais c'est bon, ça fait déjà Ouais. 6 mois que tu me prends la tête, Mm. euh, non, Il n'y a rien de pire. j'ai encore mal, Mm, je mm. fais de la rééducation
dans ma blessure, Mm. mais j'ai encore mal, c'est encore là. Oui, bien sûr. Et puis Ça, tu il faut sais, le reconnaître. faut le reconnaître et tu as vraiment dit quelque chose qui est hyper précieux et que je pense que moi-même, je le voyais pas comme ça. C'est que quand tu as été trompé, tu es d'une fragilité. Tu l'as dit, on est fragile quand on a été trahi comme ça. C'est-à-dire que, Complètement. enfin, faut vraiment, moi, j'imagine du coup quelqu'un d'hyper translucide, quoi. C'est quelqu'un de très Mhm. fragile. C'est-à-dire que la moindre tempête la fait vaciller, quoi. Elle tient plus parce qu'en fait, il faut tout reconstruire à l'intérieur, en fait. Et ça prend du temps et se dire, mais en fait, ça fait 10 fois que tu me poses la question, mais en fait, il y a que en te posant ces questions-là que je vais me renforcer un peu mon système Ah immunitaire oui. parce que là, je suis trop fragile, je repars vraiment de zéro, en fait. Ne vois pas un adulte qui a toutes ses fonctions, c'est pas le cas là, en fait. Ben, le trompé va toujours se poser 1000 questions, à se dire qu'est-ce qui est pas assez bien chez moi, Mm. qui a fait qu'il a été chercher mieux ailleurs. Ouais, Mais c'est ouais, pas spécifiquement la réalité de ce qui se vit, c'est pas vrai. ouais. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que celui qui subit l'infidélité se pose des questions sur lui plutôt que sur l'autre. Donc je suis l'objet du problème. C'est comme ça que c'est interprété, c'est comme ça que c'est vécu à l'intérieur. Je suis potentiellement l'objet du problème. Je ne fais pas Mm. attention à mon poids. Il y a eu, je lui gueule trop dessus. Je le valorise pas assez. Je n'achète pas assez de lingerie, etc., etc. C'est pour ça que d'ailleurs, ce qui est flagrant, c'est que la plupart des femmes, en règle générale, vont acheter, vont essayer de faire très attention à elles à un Mm. moment donné, à Mm. essayer d'acheter des lingeries, aller chez le coiffeur, aller faire des petits plats, comme si c'était le problème, en fait. Et c'est ça, en fait, aussi le côté aussi déni, ce moment de déni où se dire, mais je suis potentiellement le problème qui a fait que mon mari ou mon épouse ait pu voir ailleurs. Et c'est aussi Et très lié, je pense, Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu, pardon. non, après, ce qui va être démantelé finalement, c'est quoi? C'est l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. C'est-à-dire que je suis plus quelqu'un qui peut être potentiellement aimé. Mm. Je suis plus quelqu'un qui est estimé parce que bah, finalement, on m'a désestimé. Enfin, on m'a montré et démontré que je n'avais pas d'estime finalement. Mm. Et donc, du coup, je perds confiance en fait en l'être que je suis. Je perds confiance en moi. Encore une fois, encore Et plus si tu restes en fait. Parce qu'il y a ce truc de, tu vois, comme tu disais, c'est normal d'en parler. C'est normal faut qu'on reconnaisse notre souffrance, qu'elle est telle qu'on se dit, non mais j'ai besoin bien que les gens me sûr, disent, on est d'accord, c'est très grave ce qui est en train de se passer. C'est très grave ce oui. qui t'arrive. Tu as besoin d'avoir des alliés pour regarder ta plaie et pleurer avec toi autour de ce trou béant. Mais le truc, c'est que quand tu restes, il y a ce truc qui est, je pense, un peu humain, je sais pas d'où ça vient, c'est la honte. Ah, c'est la honte, que vont dire les gens? Et en fait, parfois, c'est pour ça que t'en parles pas, parce que tu veux pas être confronté à cette honte-là. Tu veux pas être confronté à ce truc de oui, alors en fait, j'ai décidé de rester parce que non, mais tu comprends. Alors qu'en fait, enfin, tu peux avoir des raisons hyper légitimes de rester. Des couples ont prouvé que, bah oui, il y a eu une personne qui a fauté dans le couple, c'est arrivé une fois, c'est plus jamais arrivé, en fait. Et en plus, c'est tellement triste de se dire, je prends ma décision de rester ou de partir parce que j'assume pas auprès des gens d'être une personne faible, alors qu'en fait, le partenaire m'a montré que non, il était prêt à changer, qu'on avait bien avancé, mais pour le regard des autres, je pars. Donc, c'est hyper, tu vois, c'est complexe en vrai. Bah, c'est complexe, c'est pour ça qu'il faut partir de soi dans la vie, en règle Mm. générale, et essayer de par. En fait, j'ai envie de dire, la lumière des autres ne reste qu'une lumière. Elle éclaircit peut-être un peu plus le sujet, mais ma lumière, il faut absolument que je la garde. Ma lumière, c'est qu'est-ce que moi, je pense de la situation. Très Mm. important. C'est ma lumière, vous me l'enlevez pas, en fait. On peut parler à des amis, il n'y a aucun souci. Par contre, ces amis-là, il faut bien les choisir en se disant qu'ils éteignent pas ma lumière. Ma Mm. vérité, mon ressenti par rapport à la situation, je veux pas qu'on l'éteigne. Mhm. Je veux bien vous écouter dans votre lumière à vous, votre vérité à vous, mais en aucun cas, n'essayez pas en fait d'éteindre ma lumière. Dans le Mhm. sens où, je sais pas moi, une personne qui voudrait rester dans son couple et le réparer, essayer de le comprendre, en aucun cas, il faudrait qu'une amie, un ami viendrait vous dire, bah tiens, mais t'es complètement folle. S'il a été ou si elle a été infidèle, il faut absolument te sauver parce qu'un infidèle finalement, c'est quelqu'un qui ne s'arrêtera jamais, etc. C'est pas vrai. L'infidélité, je vous ai dit, il y a maintes manières en fait d'approcher l'infidélité qu'il n'y a d'infidèles. Il y a les infidèles, effectivement, c'est des, j'ai envie de dire, c'est des chasseurs.
Ça fait Mhm. partie en fait de leur quotidien et ça, j'en parle pas, c'est autre chose. Ouais, C'est le c'est prédateur. exactement ce que j'allais dire. On est vraiment là sur Ah un non. profil très précis. Parce que Ah oui, oui, ces oui. gens-là, là, qui effectivement sont des grands chasseurs, etc., là, à part te rendre la vie très, très, très difficile en restant, bon, bah, c'est compliqué, Exactement. quoi. Donc là, en On est l'occurrence, d'accord. effectivement, là, il y aurait un champ des possibles de devoir s'en séparer parce que c'est un prédateur, Mm, parce mm, qu'il fonctionne comme ça et pas mm. autrement. Et Et qu'il a pas envie de ça, se soigner en plus. exactement. Hein. Donc voilà. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent vivre des choses particulières dans leur couple, dans leur vie quotidienne, dans leur passage de vie. Par exemple, ben oui, comme on disait, la maladie. Mm, mm, Hein, Estelle Perel en parle très bien. mm, Quand on mm. se retrouve avec la maladie, on n'avait pas prévu en fait d'être malade ou que l'autre soit malade. Et cette maladie vient entraver quelque part ma sexualité, vient entraver l'approche que je peux avoir vis-à-vis de ma femme ou mon homme. Mais mon désir reste présent. Ma libido reste présente. Qu'est-ce que moi j'en fais? Mm, mm. Encore une fois, après, il y aura le passage, et puis peut-être qu'on pourra en parler. Tout dépendra de la philosophie aussi qu'on a. Par exemple, les musulmans, s'ils se pensent polygames, par exemple, Mhm, les hommes vont avoir une légitimité plus que s'ils se pensaient monogames. mhm. Dans l'esprit, on va avoir une sorte de légitimité qui m'amènera à penser que je suis programmé à avoir plusieurs partenaires. D'accord. Ça, ça peut être inconscient ou conscient, peu importe, mais en tout cas, Mhm, les hommes, je sais que c'est le sujet. D'ailleurs, il y a beaucoup de musulmans qui essaient de justifier l'infidélité par ce biais-là. mhm. Hein, je vais chercher une deuxième épouse, etc., une troisième épouse, parce je ne veux pas être dans l'infidélité, dans l'illicite, je veux être dans le licite, mais il y a ce chemin-là qui peut s'offrir à moi, qui peut se proposer à moi. Parce que l'infidélité aujourd'hui qui règne dans le monde entier, c'est une polygamie déguisée, quelque part, qu'on le veuille ou non. Mm. Je sais Elle peut... pas. Je suis Alors ça, sceptique par ça, rapport à ce terme. Vraiment, je suis très sceptique. Dans le oui, mais sens il y où, a... Oui. dans une polygamie, il y a vraiment, enfin, c'est un mariage. Donc, qui dit mariage dit obligation, dit, enfin, Mm, mm. là, on n'est pas vraiment sur une polygamie, parce qu'en plus, enfin, pour moi, une polygamie déguisée, c'est François Mitterrand. Tu vois? Non, On mais est sur une. c'est exactement ce que je veux dire. Mm. C'est-à-dire que les gens sont dans une forme où je prends le plaisir sans pour autant prendre les contraintes. Ah bah, pour moi, Alors ça, que c'est la pas François polygamie, Mitterrand qui a fait 20 ans avec une seconde épouse. Pour moi, oui, aujourd'hui, on est dans un truc de j'ai du mal à réfréner certains de mes désirs et donc, du coup, je vais voir ailleurs. Moi, c'est plutôt comme ça que je le ressens, mais peut-être que toi, dans ton cabinet, tu vois d'autres choses. bah non, après, c'est pour ça que je dis souvent, tout dépend d'où je pars pour aborder le sujet. Si je pars en fait du fait que ma nature humaine est monogame, effectivement, on peut parler d'infidélité, de voilà. Certaines personnes vont vous parler en fait de nature polygame. Mm, Et ma nature polygame vient légitimer quelque part le fait que j'aille voir ailleurs. Faute que l'on soit dans un pays aujourd'hui où la polygamie n'est pas reconnue, mm, mhm. eh bien l'infidélité quelque part peut s'imposer à certaines personnes. S'imposer dans le sens, pas s'imposer, ou la misère du monde, etc., je me dois d'être dans l'infidélité. Non, c'est plutôt de se dire, waouh, ok, ma femme est complètement contre une deuxième épouse, par exemple. Et dans ma philosophie, ma culture, ma religion, etc., eh bien, j'ai l'autorisation, j'ai une autorisation, un visa, qui me permettrait finalement d'accéder à tout ça. Eh bien je me rabats vers l'infidélité, faute de ne pas pouvoir avoir ça, le visa vis-à-vis de ma femme ou le visa vis-à-vis de la loi. Tu vois Et vraiment ça, ça dans ton... ah oui, je peux Ok, l'avoir, oui. ok. Oui. Donc, dans le sens où, oui, c'est parce que, parce que le sujet, de toute manière, reste tabou. Et puisqu'il reste tabou, eh bien, on n'en parle pas en profondeur entre besoins, attentes, désirs, etc. Eh bien, les gens composent, essaient de falsifier, essaient de modeler quelque part quelque chose qui pourrait leur correspondre tout en restant musulmans, par exemple. Ok. Je veux rester musulman, ça me tient à cœur. Mhm. Qu'est-ce que je peux modeler qui me permettrait de le rester tout en étant dans mon besoin? Mhm. Ok, D'accord? Donc ok. il peut y avoir en fait ce genre de discours parfois. Alors on peut en parler parce que c'est une manière en fait de penser les choses. Mhm. Se dire bah tiens j'ai pu en parler avec ma femme
mais elle refuse catégoriquement une deuxième épouse, ce qui peut s'entendre, bien entendu. Mhm. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc les gens viennent se poser ces questions-là. Alors que moi, j'ai pas envie de quitter ma femme, je l'aime. D'où le titre, d'où le titre du livre d'Estelle Perel, Je t'aime, je te Je te trompe. trompe. C'est-à-dire qu'on peut aimer sa femme, son homme et tromper, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui amènent à ça. Ok, d'accord. Encore une fois, ce n'est pas pour justifier, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête, dans l'esprit des gens qui amènent à. Hmm. Comprendre ne veut pas dire justifier. Non, pas du tout, pas du tout. C'est important de le répéter, ouais. Ah oui, oui, je pense qu'on le répétera jamais assez sur un sujet comme celui-ci, parce que, enfin, en plus, il faut vraiment se dire que potentiellement, parmi les personnes qui les écoutent, des personnes euh, Exactement. auront été trompées, et c'est dur, c'est tellement dur. Enfin, vraiment, enfin, je n'imagine pas la difficulté d'une telle épreuve. D'ailleurs, c'est ce qu'on se dit souvent avant de se marier. Ah non, alors moi, vraiment, moi, je peux tout supporter, mais pas ça. C'est quelque chose d'assez commun, en fait, dans les discussions qu'on peut avoir. Et puis, bon, ben, un jour, on se marie, on se rend compte que la vie est plus compliquée. D'ailleurs, parce que en préparant cette émission, j'en ai parlé à des amis autour de moi et je leur Mhm. disais, tu vois, je trouve que c'est dommage parce que aujourd'hui, on est un peu dans ce truc de oui, mais le couple, c'est tellement dur qu'on a un peu légitimé l'infidélité. Alors que moi, je me dis, non, autant quand j'étais jeune, je me disais, non, mais franchement, ceux qui font ça, mais c'est abusé, etc. À l'aube de mes 40 ans, je me dis surtout, je félicite les couples qui sont mariés depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, et qui n'ont pas ouvert cette porte-là, parce qu'en réalité, c'est d'une difficulté incroyable de préserver son couple de cette porte-là. Moi, je préfère ça. Tu vois, je préfère regarder ces personnes en se disant, Mhm. franchement, chapeau, parce que en vrai, c'est pas facile. Plutôt que de se dire, oui, mais comme c'est trop dur, on légitime, c'est plutôt de dire, franchement, c'est pas facile. Et chapeau aux Non, personnes qui restent dans cette situation-là. Mhm. Mhm. Bah, les tentations aujourd'hui sont multiples Ouais, au quotidien. mais oui. Donc, quelque part, ça vient quelque part, en fait, rendre une difficulté à rester justement en couple. D'ailleurs, c'est Estelle Perel qui en parle aussi, hein, rester 20 ans, 30 ans avec le même personnage. L'infidélité parfois peut donner l'illusion en fait d'avoir vécu une brèche autrement dans sa vie qui me permettrait de réapprécier ma vie. Comme Hmm, s'il y avait une courte page de pub dans ma vie, hein, une ère de repos qui me permettrait de reprendre le chemin comme si de rien n'était. Hein. hmm, Je paraphrase, ça peut être pensé aussi comme ça, hein, pour certains, se dire, mais moi, j'ai pas envie de m'installer dans cette ère de repos. J'ai hmm, juste envie de prendre mon petit café, me reposer un peu et reprendre le chemin avec ma femme, mon homme. Et hmm. parfois, ça peut être aussi pensé comme ça. Je n'ai pas envie de quitter 20 ans, 30 ans, j'y suis bien en fait. Mais c'est comme un peu l'histoire de la routine. J'ai juste envie d'une courte page de pub. Et parfois, et très souvent d'ailleurs, ça peut être aussi pensé comme ça. Au-delà du fait d'avoir une difficulté dans le couple, hein, Hmm, il y a tellement de paramètres comme ça où l'évasion, changer de routine, changer de quotidien, euh, toucher, regarder autre chose que mon partenaire. Et hmm. ça, dans l'esprit collectif, peut être imaginé comme une courte page de pub, sans pour autant remettre en question tout le couple, ou toute Ouais, ma vie. sauf qu'en fait, quand tu fais ça, tu es un peu dans la dissociation. Tu vois, Mais bien sûr, tu minimises complètement le, les l'impact. conséquences ouais, que Eh cette oui. courte page de pub a dans la vie de l'autre. Parce qu'en fait, la personne ne va pas juste se dire, bon, tranquille, c'est juste une petite courte page de pub. C'est, bah, tu m'as trahi, t'es parti toucher quelqu'un d'autre, tu l'as vu nu, t'as consommé, en plus après, t'es revenu me voir. Parce qu'en plus, en fait, il y a plusieurs types, je pense, d'infidélité. Il y a cette Eh oui. infidélité-là aussi sur une courte page de pub, là. Et il y a ce truc de une aventure qui là dure pendant des semaines, des mois. Et en fait, moi, je trouve que ça, c'est le pire parce qu'en fait, il y a le fait de s'oublier sur cette aire d'autoroute. Et vraiment, ne t'oublie pas, tant qu'à faire. Mais il y a ce truc de se dire, en fait, tu vois, je sais pas, bon, on regarde la télé ou on est en train de dîner, tu reçois un message, tu réponds, et puis après, tu continues de manger et tu me parles de ta journée. Alors que je suis en face de toi. Et quand je te dis la journée s'est bien Mm, passée, tu me dis oui. mm, Alors qu'en fait, pendant la journée, tu étais peut-être avec elle. Ça, c'est vraiment la personne se sent prise pour une idiote, pour un idiot profond. C'est ça mm. qui fragilise, je pense, encore plus que cet arrêt sur l'aire d'autoroute, en fait. Et c'est en ça que moi, j'aime beaucoup les travaux d'Esther Perel, mais je trouve que parfois, il y a cette légèreté
dans les explications qui peuvent un peu atténuer les conséquences qui quand même sont dramatiques. Parce que parfois, elle compare Mm. aussi le fait de dire, mais elle dit, je vous souhaite pas plus de connaître la fidélité dans votre vie que je vous souhaite d'avoir un cancer. En revanche, est-ce qu'il y a des personnes qui se relèvent d'un cancer et qui se disent, mais purée, cette expérience, elle m'a renforcé comme jamais, elle a renforcé mon couple? Oui. Alors, oui, je suis d'accord avec elle, mais il y a des personnes qui meurent du cancer. Et ça, il faut pas l'oublier. Mais tu as complètement raison, Medina, à travers cette métaphore qu'elle a donnée, de rétablir en fait la réalité Mmh. du cancer. Ouais. La réalité du cancer, c'est que c'est vrai qu'effectivement, bah, cette épreuve peut me renforcer, Mmh. mais en même temps, elle peut me tuer aussi. Donc, d'où le fait de répéter effectivement qu'une infidélité peut tuer. Quand je dis tuer, c'est pas spécifiquement tuer la personne, elle meurt, mais elle meurt de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle meurt de l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle a plus confiance en elle. Elle n'arrive plus à se remettre avec quelqu'un à partir du moment où il n'arrive plus à se remettre avec quelqu'un à partir du moment où elle s'est sentie trahie. Parce que tous les hommes, toutes les femmes peuvent être potentiellement quelqu'un qui... C'est pas se remettre avec quelqu'un, hein. Mmh. C'est plutôt ne pas se remettre avec ce qui pourrait potentiellement me réenclencher la douleur extrême que j'ai pu avoir en apprenant Mmh. l'infidélité. Et c'est pour ça, c'est ce que je fuis, c'est pas l'homme ou la femme, c'est plutôt la douleur qu'elle peut m'infliger. Parce que Mmh. dans mon esprit, je suis programmé à penser que cet homme-là va me la faire à l'envers. À partir du moment où la souffrance a été profonde et non traitée. C'est pour ça que j'invite tout le monde à essayer quand même de mettre des mots dans ces mots MAUX, à travailler tout ça, euh, divorcer ou pas, mais en tout cas de le travailler sur quelques séances avec un professionnel qui vous permettra en fait de donner un éclairage supplémentaire sur ce qui se vit à Mmh. l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous. Très important. Très important. D'ailleurs, ceux qui sont infidèles, j'en ai eu un hier d'ailleurs, est venu seul parce qu'il avait besoin d'en parler. Il avait besoin de décortiquer. Il avait besoin de mettre des mots dans la blessure que ça a créée en lui et en sa femme. Ça Donc, crée une ça blessure à reste, la personne qui est infidèle? Tu viens de dire la bien blessure que sûr, ça a créé en lui. Ça crée une blessure d'être mais infidèle? bien sûr, il y a un conflit de loyauté extrême en pensant que j'étais un super guerrier de l'espace, dans le sens où j'allais tenir, j'ai promis fidélité. Il y a un conflit de loyauté vis-à-vis de sa femme, de ses enfants, et il y a un conflit de loyauté parfois avec le divin. Donc ça Mmh. fait des conflits de loyauté qui sont cassés, Mmh. et de voir l'autre aussi en souffrance, ça vous démantèle parce qu'il y a encore de l'amour. Vous vous dites, purée, je suis le protagoniste en fait de la souffrance qu'elle me montre. Mmh. Et ça, c'est terrible pour un homme qui aime encore sa femme. Mmh. Parce que soutenir une femme qui a eu une épreuve dans sa vie, que ce soit une maladie, un décès, eh bien, on peut la soutenir, la prendre dans ses bras, lui dire, t'inquiète pas, je suis là. Mais soutenir une femme et de la voir en souffrance parce que c'est moi qui ai provoqué ça, c'est complètement terrible. Et parce que même si vous mettez des mots, même si vous essayez de parler, même si vous essayez de rassurer, vous restez euh, la personne, le bourreau quelque part Mmh. de mes souffrances. Donc il est très Mmh. compliqué de trouver la bonne attitude, la bonne distance, en sachant que je suis le bourreau. Donc il y a une souffrance terrible. Comment je dois me comporter? Et les gens me posent la question, mais dites-moi juste comment je dois me comporter là, maintenant, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite, je dis, bah, écoutez, il va falloir respecter l'autre dans ce qu'il a besoin, pas dans ce que vous avez besoin. Parce que là, vous êtes, vous n'êtes pas prioritaire. Vous avez des besoins, certes, d'être rassuré, etc., qu'on vous parle, OK. Mais soyez plus dans le besoin de l'autre plutôt que dans votre besoin à vous. En fait, c'est Et le dingue parce besoin que... de l'autre, Ouais. c'est peut-être la distanciation. Mais la Mmh. distanciation peut renvoyer à l'homme qu'elle me quitte, elle se Mmh. sépare, elle m'abandonne, Ah, c'est elle me incroyable. rejette. Que c'est dur. Donc, et oui, c'est très compliqué Ouais. parce que on se dit, elle part pas, mais elle reste pas. Donc, il y a un entre-deux. J'appelle ça le couloir de la mort. C'est ce que Je ne j'allais sais dire, pas ça fait un si. peu hall de gare où en fait on sait plus Et vraiment, en tu fait, prends on le sait train ou tu pas. le prends pas, tu repars, tu Et sors ben, de la gare, c'est terrible. Ah vous ouais. faites des allers-retours en fait dans ce couloir, Ouais. sans pour autant rentrer dans une porte, Mmh. par une porte. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Celui qui fait subir l'infidélité, il est dans le couloir.
Il peut pas Hmm. rentrer, hein, Hmm. ni d'une porte, ni d'une autre porte. Pourquoi? Parce qu'il est dans une forme d'impasse où il est dedans sans l'être. Hmm. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que, tu vois, quand tu as dit oui, vous n'êtes pas prioritaire, je me dis, tu vois, c'est fou parce que prendre la décision d'être infidèle, c'est prioriser ses besoins. C'est ça, hein, c'est prioriser ses besoins. Et en fait, Exactement. en priorisant tes besoins, tu te dépriorises. T'as tout perdu. Et, Enfin, tu vois, et en c'est nul. fait, bah, c'est ça le truc. Les conséquences de l'infidélité, c'est ça. C'est de se dire que euh, faute d'oublier les besoins ou de mettre en second l'autre Mhm. et de me mettre en priorité moi, eh bien, si je me fais capter, entre Ouais, guillemets, ouais, attrapé, ouais. attraper, Mhm. eh bien, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, je passe en second. Je dois passer en second. Un des risques, c'est que l'autre, eh bien, aura des besoins extrêmes d'être rassuré, des besoins extrêmes que tu sois là, des besoins extrêmes que tu ne fasses pas telle et telle chose, des besoins extrêmes peut-être que tu t'éloignes, Mhm. que tu quittes la maison, etc., etc. Waouh. Tu sais, Et oui, 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 j'avais une question et tu vois, j'ai hésité à te la poser, mais en fait, presque je pense que tu y as répondu. Ma question, en fait, était est-ce que c'est plus facile de rester ou de quitter après une infidélité? Mais j'ai l'impression que rester dans son couple après une infidélité, c'est d'une difficulté incroyable. Je dis pas que c'est facile de partir, mais rester, waouh, ça a l'air quand même, ça demande un travail colossal un peu, non? c'est un travail colossal, mais qui n'est pas impossible. Ok. Qui n'est pas en fait impossible, parce que j'ai pu voir quand même pas mal de couples qui étaient dans l'infidélité, qui ont Hmm. su mettre des mots là-dessus et qui ont su en fait revisiter leur couple. Et moi, je dis souvent une chose en thérapie de couple, si vous voulez recommencer, tous les deux, il va falloir faire mourir votre couple pour en faire accoucher un autre. Parce que si vous gardez l'ancien couple, vous avez potentiellement le risque de recommencer la même histoire. Donc Oui, on doit revisiter son couple, ne plus composer comme avant, parce que recomposer comme avant, c'est potentiellement prendre le risque de recommencer une infidélité. évidemment, tu Donc, gardes les mêmes donc, travers. ah oui, oui, oui. Donc, c'est travailler sur soi, c'est comprendre qu'est-ce qui m'a amené à, qu'est-ce qui m'a manqué, quel est mon désir, est-ce que je suis capable, en fait, de me l'offrir et de l'offrir à l'autre, de le penser autrement, mon couple. Hmm. Donc, de l'accoucher autrement, de le faire naître autrement. Hmm. Ok. Pour ceux qui, justement, souhaitent essayer de sauver leur couple, ça passe par quoi? Quelles questions il faut se poser? Quelles questions il faut absolument pas poser? Est-ce qu'il y a un processus de réparation type ou ça dépend vraiment de la situation, ça dépend des gens? Ça dépend de la situation et des gens, parce que Ok. l'infidélité, je peux avoir une infidélité, par exemple, je suis un couple qui est dans l'infidélité, pas dans l'infidélité physique, mais dans l'infidélité pornographique, par exemple. Hmm. Pour madame, eh bien, tu prends des plaisirs avec d'autres femmes. Hmm. D'accord? Donc, du coup, c'est une forme d'infidélité. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas le regard de cette femme, vous pouvez lui dire, mais c'est rien. Il n'a pas été voir quelqu'un d'autre. Mais en aucun cas, il faut le faire. En fait, en aucun cas, minimiser l'approche que l'autre a de l'infidélité. Hmm. C'est ta définition, il faut absolument la respecter. Vous pouvez avoir des débats entre femmes et des débats entre hommes à vous dire, mais c'est rien ça, en fait. Non. Si tu pars du principe que ta définition de l'infidélité, elle commence à partir du moment où il regarde une autre femme, où il discute avec une autre femme, où il textote avec une autre femme, où il regarde de la pornographie, ça t'appartient. En aucun cas, faut lui l'enlever. Parce que Hmm. c'est pas la reconnaître. Il faut absolument reconnaître. Donc après, tout dépendra encore une fois de l'individu, de l'impact que ça a pour lui, cette forme d'infidélité. Et vous pouvez avoir en fait des personnes que je suis en infidélité qui me disent, ça va, il l'a fait qu'une fois. Ou par exemple, je peux avoir aussi, c'était que du sexe, c'était pas de l'amour, donc ça me va. Par exemple. Ok. Et quand c'est comme ça, toi, Euh, tu dis non, faut creuser un petit peu ou tu dis fine, c'est ton point de vue? non, bah, s'ils sont là, c'est qu'ils ont besoin de creuser qu'est-ce qui les a amenés à avoir cette sexualité, à transgresser, etc. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous a amené à et de quoi vous avez besoin? Hmm. Si je ne réponds pas aux besoins du couple, je vais aller le chercher à l'extérieur du couple. Hmm. Donc, que ça soit une partie de plaisir à un moment donné, eh ben, c'est que quelque part, il y avait un besoin qui devait être assouvi, qui n'est pas rempli. Hmm. Donc, j'ai été le chercher à l'extérieur. Comment aujourd'hui je peux le sécuriser à l'intérieur pour pas que ça se vive à l'extérieur?
Ok, Et c'est plutôt dans ce sens-là que qu'on va travailler. ok. Et est-ce que tu as des exemples de couples qui se sont vraiment bien relevés de l'infidélité et par quoi c'est passé? Parce qu'en fait, parfois, on peut avoir le sentiment de dire, mais ils continuent ensemble, mais il y a quelque chose qui est brisé. Tu vois, c'est comme un couple Mhm. qui boite un petit peu. Mais en Mhm. réalité, de ce que maintenant, en m'étant intéressée sur le sujet, je vois quand même que de nombreux thérapeutes de couple se disent, non, non, mais je t'assure, dans mon cabinet, il y a des personnes qui se sont retrouvées plus amoureux. Dans mon cabinet, il y a des couples qui ont vraiment été sauvés. Et en fait, quelque part, c'est quoi les ingrédients pour sauver son couple et vraiment, mais c'est pas juste, en fait, parce que moi, tu vois, sauver, ça fait un peu genre, je te Mhm. récupère, alors qu'en fait, comme on l'a très bien dit, c'est la mort du couple, c'est la construction d'un nouveau couple. Donc en fait, Mhm. quelque part, tu faut laisser ton couple mourir. En fait, il est parti à l'abandon, mais après, tu te dis, bon, par contre, nous, on est encore là. C'est comme oui, ton radeau, il est parti, mais nous, on est là. On a réussi à Mhm. rejoindre un petit peu Mhm. les côtes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut qu'on se construise un nouveau radeau. J'imagine, tu vois, peut-être que je donne déjà la réponse, alors que c'est pas du tout mon Oui, travail, tu l'auras bien mais compris. oui, mais après, ce qui peut se passer inconsciemment, c'est que là, maintenant, tout de suite, euh, cette action, cette épreuve, cet événement m'a amené en fait à ressentir la douleur de la perte de l'autre. Donc j'ai vraiment ressenti que je pouvais la perdre, que je pouvais le perdre. Et là, automatiquement, ça réenclenche d'autres choses. C'est-à-dire que je me bats finalement à essayer de réapprécier l'autre parce que je le perds. Finalement, on revient à ce qu'on disait au début, Hmm, l'état acquis, l'état à acquérir. Je reviens avec une dynamique à devoir acquérir l'autre. Donc je vais devoir, et c'est pour ça que les couples en fait qui travaillent sur ça sont magnifiques entre eux. Ils sont magnifiques parce qu'ils sont tout oui. Ils sont comme au départ, si vous préférez. Ils font énormément d'efforts. Tu as besoin de quelque chose, je t'aime. Ça te dit de faire un restaurant, ça te dit de... Bon, ils sont comme au départ. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme quelqu'un qui a perdu à un moment donné la santé et qui la retrouve. hmm. Il n'a pas la même vision de la vie que quelqu'un qui n'a jamais goûté à la maladie. Donc le fait d'avoir goûté au risque de perdre l'autre m'amène à développer en fait un, un plaisir d'être avec l'autre et d'essayer de continuer d'être avec l'autre. Mais ça reste ça, parce que ça, on peut se dire, ah, ça, c'est au début. Tu vois, parce que pareil, quand t'es très Non. malade et que tu recouvres la santé, tu dis, quand même, respirer. Qu'est-ce que c'est sous-côté? C'est incroyable de Oui, respirer sans difficulté. Puis en fait, après, t'oublies, quoi. Tu respires et ça, c'est pas pour autant que tu t'empêches de râler sur ton quotidien, sur je suis trop oui. fatiguée, j'ai pas dormi, enfin, tu vois. Bah, tout dépendra. Bah, puisque l'infidélité est un choc, tout dépendra en fait finalement de l'impact du choc. Vu que pour moi c'est un choc, c'est-à-dire je n'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu puisque j'ai fait vivre ça à l'autre, j'ai pas Mm. envie de voir l'autre pleurer, j'ai pas envie de voir l'autre souffrir, j'ai pas envie moi de me voir dans une nuit d'hôtel ou écarté ou distancié de mes enfants. Donc tout ça, ça crée de la souffrance. Donc il y a des peurs. Je n'ai juste pas envie de revivre ça. Donc ça m'amène en fait à le choc vous amène en fait c'est un peu comme la blessure, vous amène à aller à l'extrême de ça. C'est pour ça que Mm. ça peut être intéressant de comprendre que l'infidélité, elle est choquante, mais elle est aussi peut-être réparatrice de quelque chose d'important dans le couple. Pourquoi? Parce que c'est tellement choquant pour celui qui le fait subir et celui qui le subit qu'on va essayer de s'en écarter. Comme on dit souvent, pour trouver son juste milieu, il faut toucher ces deux extrêmes. Donc, quand on est dans un couple, on va essayer de voir ses limites. C'est un peu comme un ado. Je vais essayer de voir en fait mes limites, jusqu'à où je peux aller. Mm. Donc, vu qu'on est tous quelque part un peu des adolescents à un certain âge, on redevient un peu comme des ados. Hein, quelque part, on tente des choses, on a envie d'aventure, on a envie de goûter des choses, on a envie de s'accorder des choses, de s'offrir des choses différentes. Eh bien, ce qui peut se passer, c'est ça. C'est-à-dire que je veux voir jusqu'à où je suis capable d'aller. Il y a des gens même qui se testent, hein, se disent, mais moi, je sais que je peux tenir. Donc, je peux aller, même si je suis avec une femme, je sais que je peux tenir. C'est voir, en fait, finalement, jusqu'à où je peux tenir, jusqu'à où je peux aller. C'est comme si je me challengeais quelque part. Ouais, tu te challenges, mais encore une fois, pour moi, ça sonne
pardon si je semble être dans le jugement, mais ça semble très immature, particulièrement, Oui, oui. tu vois, faut qu'on se redise les choses. Étant de confession musulmane, on nous aide Mhm, et on nous dit qu'il faut travailler son ego. C'est ce qui fait la différence, quelque part, du mhm, musulman. mhm, C'est pas, on n'est pas des élus, hein. Le The Chosen One, tout ça, ça marche pas comme ça. Ce qui fait que tu t'élèves, c'est que tu travailles sur toi. Tu travailles sur ton ego, tu mhm. apprends à travailler tes passions. Bah là, t'es pas du tout dans le travail des passions quand t'es là-dedans. Quand dans ce truc de oui, parce que, enfin, Complètement. moi, le concept de l'adolescent, ça me pose de grands problèmes, ça me pose de grands soucis parce que je me dis, mais en fait, c'est tout ce qu'on ne doit pas être. Alors, c'est ce que la société nous pousse à être. La société nous pousse à ne pas grandir. Mais vraiment, on est dans un Mhm, truc où on fait beaucoup de revival de nos séries préférées, de nos mhm, trucs, et en fait, on ne mhm. sort jamais de notre enfance, voire adolescence. Et quand même, on a 40 ans, quoi. Enfin, moi, aujourd'hui, quand j'entends des amis me dire, ça va, on est jeune, bah non, on n'est pas jeune, en fait. On a 40 ans, on n'est pas jeune, on n'est pas vieux. Non, mais moi, pour moi, Mhm, je comprends pas cette phrase. On n'est plus jeune. Non, on n'est pas jeune. mhm. Alhamdulillah, on est en santé, on n'est pas des personnes âgées. Il faut qu'on trouve un terme qu'on n'a pas encore trouvé, visiblement. Mais se dire à 40 ans, je suis jeune, mais c'est quelle forme de déni, ça? Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Pardon. Bah, c'est une manière en fait aussi de se rassurer et de Hum, rester finalement dans une forme de jeunesse. hum, Mais quelle est la jeunesse? Encore une fois, c'est un sujet philosophique hum, hum, qui te dira vraiment quelle est la jeunesse. Voilà, pour certains, bah, 40 ans, bah, vu que je côtoie des gens de 60, 70 ans, bah, je me sens jeune quelque part. Et celui de 40 ans bah, se dit, bah, non, mais j'ai fait la moitié de ma vie. 40 ans, on dit toujours que c'est le bilan de vie, milieu de vie. D'ailleurs, hum. c'est souvent à cet âge-là qu'il y a des tromperies, hein. C'est vrai, C'est ça, la crise de pourquoi? la quarantaine, c'est une Ah oui. réalité? Tu le Parce que, constates? en fait, bah, la crise de la quarantaine, même religieusement parlant, vous allez très vite comprendre que la quarantaine reste un chiffre très important. Hum. Très, très important. D'ailleurs, le prophète Beaucoup a de eu prophètes, sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation à 40 ans. Donc, il y a une absolument. forme, en fait, de bilan de vie, milieu de vie Mhm. ou d'affirmation de soi. On dit Mhm. souvent à 20 ans, on se cherche, à 30 ans, on se trouve, et à 40 on s'affirme. Donc, on s'affirme, en fait, dans ce qu'on veut plus aussi. Et aussi dans Mhm. ce qu'on veut, malheureusement. D'accord? Mhm. Donc, d'où l'histoire de la passion, de se laisser un peu plus aller, de s'écouter, etc., etc. En Mhm. plus de ça, c'est une histoire de mode. N'oublions pas qu'il y a une mode aujourd'hui avec le mindset, développement personnel et tout ce qui s'ensuit. S'écouter, répondre à ses besoins, tout ça. Donc tout ça, ça peut jouer. Si c'est mal traité, mal compris, encore une fois, on peut aller dans des formes de dérive. Mhm. Et j'aime bien cette phrase qui illustre bien un peu cette histoire de se dire, mais nous, nous sommes pas comme ça, mais eux, c'est l'Occident qui nous amène à être comme ça. N'oublions pas une chose, nous sommes le juste milieu des personnes qui nous entourent. Mhm. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que si autour de moi, j'ai 10 personnes, et c'est vraiment un exemple, hein, attention, pour Mhm. comprendre et illustrer mon propos, si j'ai 10 personnes autour de moi, et moi la 11e, qui est divorcée, j'ai 10 fois plus de chances de divorcer. Mhm. Pourquoi? Parce que le discours qui va être porté va être sur la facilité peut-être de pouvoir divorcer, que c'est pas si grave que ça. Absolument. Et oui, vu que nous sommes dans un contexte, il y avait moins de divorces à l'époque. Pourquoi? Parce que le divorce était tabou. Les 10 personnes autour de moi n'étaient pas divorcées. Donc moi, je m'interdisais quelque part de divorcer parce que j'allais être un épiphénomène parmi le groupe. Mhm. Et je veux pas être ça. Mais par contre, aujourd'hui, vu que nous sommes dans une société où ben, les 10 personnes qui nous entourent, il y en a au moins 5 ou 6 qui sont divorcées, eh bien, ça vient légitimer quelque part ou minimiser quelque part le divorce chez Mhm. moi. Et ça, comprendre que je suis le juste milieu des personnes qui m'entourent est intéressant dans aussi l'infidélité. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'infidélité, beaucoup plus flagrante, beaucoup plus assumée, beaucoup plus parce que l'infidélité, déjà d'une, ce n'est plus un délit. Il y a quelques années, c'était un délit, ce Mhm. ne l'est plus. Donc quelque part, il y a quelque chose qui est de l'ordre de on minimise un peu le choc, l'impact de l'infidélité dans le couple Mhm. que c'est limite une liberté quelque part un peu sexuelle. N'oublions pas qu'il y a une liberté aujourd'hui sexuelle qui est mise en avant dans le pays Mhm. dans lequel on vit. Donc Mhm. automatiquement, tous ces paramètres-là, que vous le vouliez ou non, ne jouent pas en la faveur La la fidélité. contre-infidélité, hein. Mhm. Ouais, tu maintiens Et sa fidélité. complètement. Mhm. Ok.
Ok. J'ai deux dernières questions pour toi, Brahim. Oui. Euh, On a parlé de ces couples qui restent, qui parviennent à rester mariés et qui parviennent à reconstruire un nouveau couple. J'imagine que tu as aussi dans ton cabinet des personnes qui n'ont pas réussi, non pas que ce soit une épreuve, mais enfin, c'est pas un test auquel ils ont échoué, mais il y a des, je pense qu'il y a des personnes qui, malgré toute leur bonne volonté, ne sont pas parvenues à reconstruire un nouveau couple. Qu'est-ce que- Qu'est-ce qui pêche dans ces moments-là, à ton avis? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se retrouver malgré notre bonne volonté, malgré qu'on aille voir un thérapeute, qu'on prie beaucoup? Qu'est-ce qui fait que parfois ça Mhm. marche pas? Dieu ne vous fera jamais supporter un poids supérieur à ce que vous êtes capable de porter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une épreuve, certes, et à partir du moment où vous a créé libre arbitre, vous devez, à partir de ce moment-là, de cette épreuve-là, de ce poids-là, vous dire, est-ce que moi, je suis capable de porter autant? Est-ce que je suis capable de continuer autant avec autant de sacs ou pas? Ou finalement, j'arrête la randonnée et je dépose mon sac. Et ça serait plutôt dans cette philosophie-là de se dire, on essaye, ouais, mais là, durant la randonnée, durant l'épreuve, durant le cheminement de la réparation, eh bien, je sens que mon sac est trop lourd. Et j'arrête, je dépose. Et suivant les personnes, et c'est propre à chacun finalement. Ça n'a rien à voir avec le côté j'ai pas assez fait ou j'ai fait. Non, c'est tellement singulier comme sujet. C'est pas pluriel. Si tu fais ça, 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 tu vas réussir finalement à réparer ou à consolider ton couple. C'est tellement en fait personnel comme situation que des gens y arrivent parce que le poids est supportable et qu'on arrive finalement à trouver des astuces pour que ce soit pas lourd ou douloureux. Mhm. On y met du sens, etc., etc. On y met des mots, pareil. Et d'autres personnes, finalement, ben, j'ai beau y mettre des mots, j'ai beau essayer d'y travailler, j'ai beau essayer d'y comprendre, ça ne suffit pas pour supporter ce poids. Donc je Absolument. dépose. Ok. C'est Merci parce que c'est très bien dit. C'est vraiment ce truc de, tu vois, c'est pas tant un échec, c'est de se dire, bah en fait, non, il y a des épreuves qui sont trop lourdes. Il y a vraiment des épreuves, soit j'arrive pas à pardonner. Là, le pardon est trop douloureux à donner, Bien ou sûr. j'arrive pas à avancer Mhm. ensemble, ou juste se dire, mais en fait, déjà, ce couple, il allait pas de fou. Et en fait, je me rends compte que avec ce qui s'est passé là, bah, en fait, je peux pas supporter plus que ce que j'avais déjà supporté dans mon couple. Cette trahison-là, elle est encore, ça rajoute un Exactement. poids à un couple qui était déjà assez lourd. Ok. J'ai vraiment une dernière question pour toi, Brahim, c'est que justement, j'ai parlé au tout début de notre conversation d'une personne qui a fait une vidéo, etc., parce qu'il avait trompé son épouse au tout début du mariage. Et en fait, dans sa Mhm. vidéo, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, en fait, si tu ne travailles pas à fortifier ta relation, alors tu la fragilises. En fait, sous-entendu, tu la fragilises en ne faisant rien. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et puis, quels conseils tu pourrais donner pour renforcer nos couples et éviter d'arriver au drame qui est l'infidélité? J'ai vraiment envie qu'on termine sur cette note-là, sur le Mhm. comment on fait pour donner du courage aux couples et comment on Du fait pour les courage, renforcer. c'est d'être en capacité, alors l'honnêteté, la sincérité et la transparence. Première chose. Et j'appellerais ça en fait se proposer des scènes pour pouvoir discuter de choses qui peuvent... parce qu'il y a beaucoup de tabous dans le couple, dans la sexualité, dans les désirs, dans les envies, etc. Dans ce que tu ne m'apportes pas, dans ce que j'aimerais que tu m'apportes. Donc une scène pour pouvoir en fait... vous savez, la scène, pourquoi je prends cette métaphore de la scène? Si vous montez sur une scène et qu'il y a un public qui vous laisse finalement évoquer, dire ce que vous avez envie de dire, vous allez vous sentir en fait en sécurité et à l'aise et en confiance en vous de pouvoir en fait déverser les choses. Par contre, si vous avez un public en face de vous qui commence en fait à huer, à vous dire mais tais-toi, tu dis n'importe quoi ou que vous ne laisse pas parler, vous allez manquer de confiance en vous, vous allez commencer à vous éteindre et vous taire et Mhm, vouloir sortir de la scène. mhm, Donc, dans un couple, je prendrai cette métaphore. Tout dépendra de la scène qu'on se propose. Si c'est une scène finalement qui laisse une porte ouverte à dis-moi, en fait, dis-moi ce que toi tu ressens, dis-moi ce que toi tu vis à l'intérieur, dis-moi ce que tu as envie de découvrir, d'explorer, et je ne te jugerai pas dans ça. Quel est ton fantasme, quel est ton désir, quel est... Parce que les fantasmes, un des fantasmes, en fait, par exemple, des hommes musulmans, par exemple, c'est la sodomie, bizarrement.
Ok. D'accord? Donc, on C'est peut quelque chose avoir que ce. tu entends souvent. Tu parles Bah, d'expérience là. ah oui, oui, oui. D'accord. On peut l'entendre parce que, bon, voilà, on va parler, etc. On va ouvrir, en fait, des débats et la sodomie ou le fait d'avoir une deuxième épouse. Donc ça, c'est les deux fantasmes qui peut avoir chez les hommes. Donc reste un fantasme. Donc celui de la deuxième épouse reste à démanteler en fait que c'est un fantasme. Donc ok, très bien. Qu'est-ce que ça t'amène à vouloir découvrir, etc. Donc on peut approfondir pour essayer de justifier. La Hmm. sodomie est liée en fait à un interdit. Et, rappelez-vous, hein, c'est pour ça que je parlais en fait d'inconscient, d'interdire c'est m'inciter. C'est-à-dire qu'il là il y a un interdit. Bizarrement, ben, je suis focalisé dessus. Je Hmm. suis focalisé que sur l'interdit. Et Parce qu'en pourtant, plus, c'est vous l'un avez, des rares interdits en fait en sexualité en islam. C'est bah, ça le truc. Hmm. c'est ça. Et Hmm. c'est comprendre en fait ça à travers l'interdit que Adam avait au paradis de cet arbre. Eh bien, bizarrement, il y va. Il a envie d'y aller et il y Hmm. va. On n'a pas meilleur exemple pour illustrer en fait ce propos, c'est de se dire que le musulman est focalisé un peu sur ça, en se disant purée, j'ai pas le droit d'y aller, donc j'ai pas le droit de ressentir ce qui je peux potentiellement ressentir en faisant ça. Donc, Hmm. donc du coup, je suis happé. Alors, encore une fois, je te rejoins, Madina, quand tu dis, et je suis complètement en accord avec ça, le jihad nafs, le combat contre soi, l'un des combats les plus difficiles qu'on doit mener et qu'il faut mener dans cette vie, c'est de se dire que comment je peux combattre en fait mon intérieur pour pas aller aussi là-dedans. Hmm. D'accord? Donc après, parler de ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut finalement se proposer autrement Hmm. sans aller dans ça. D'accord? Donc du coup, ça existe. Maintenant, ben, y travailler parce qu'il faut en parler, avoir la scène suffisante et non jugeante pour pouvoir en parler est intéressant dans le couple pour éviter les dérives. Par contre, si vous avez, par exemple, un homme qui vient essayer quelque part de se livrer, voici mes désirs, voici mes envies, voici ma problématique du moment, voici mes doutes, et vous êtes là à le refouler, à lui dire, bah, tiens, mais comment tu peux penser comme ça? Hmm. Comment tu peux penser comme ça? Et ben là, ça ferme le rideau. Hmm. Donc, vous êtes en train de dire à votre mari de manière explicite, même pas implicite, mais enfin, c'est pas possible. Enfin, t'es fou, quoi, de dire ça. T'es Hmm. fou, c'est impensable. Donc, vous fermez le rideau. Donc, ce personnage-là va essayer, comme un ado d'ailleurs, comme un ado. Si vous ne pouvez pas parler de l'amour que peut vivre un ado au collège, eh bien, il en parlera à quelqu'un d'autre. Et potentiellement, il ira le vivre ailleurs en plus. Parce que c'est Exactement. une partie qui sera toujours vivante en nous, en fait. Exactement. On Je ne l'a peux pas la pas. refouler, si vous Ouais, tu peux pas la préférez. refuser. Tu la tais auprès de ton partenaire, mais en réalité, Exactement. bah, elle est Bah, elle se toujours vit là. en toi. Donc, en fait, ouais, ok. Elle se crie en toi, elle se vit en toi. Et vaut mieux la crier en couple pour pouvoir mieux être en La capacité de pouvoir gérer. en faire quelque chose, Mhm. plutôt que d'en faire un déni et puis que chacun puisse vivre le truc en solo, en cachette. Et c'est ce qui se passe, hein. En règle générale, c'est ce qui peut se passer. Donc Ok. d'ouvrir les vannes de la communication sans tabou va être déterminante dans le coup. Pourquoi? Parce que ça me permettrait de repérer à quel moment mon mari, mon épouse est fragile. Et Hmm. c'est ça qui va déclencher le fait qu'il faut que je le renforce parce que là, maintenant, tout de suite, elle ou il est fragile. Ok. Passer plus de temps avec lui, le rassurer, le Hmm. rehausser, le valoriser, Hmm. sentir que je l'aime et que je l'aime aussi, elle aussi, Hmm. et vice-versa. Parce que c'est la fidélité aujourd'hui qu'on pouvait penser être affiliée aux hommes, ce n'est pas vrai. Sauf que l'infidélité aujourd'hui des hommes, elle est beaucoup plus, j'ai envie de dire, pas acceptée, mais plutôt Un peu accueillie, normalisé, accueilli, ok. voilà, plutôt qu'une femme qui va être peut-être traitée de je ne sais quoi si elle est dans Hmm. l'infidélité. Hmm. Des femmes Donc de une femme petite se vertu, un peu. taira, Hmm. voilà, se taira d'être ou de dire que qu'elle peut potentiellement être dans l'infidélité parce que elle pourrait être traitée de tel et tel nom. D'accord. Donc, s'accorder une scène. Bah merci, Brahim. Je t'avoue que je ne m'attendais pas à terminer sur ce type de sujet, mais en fait, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de vos témoignages. C'est parce qu'en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte du tout, Mm. en tant que personne un peu lambda qui ne sommes pas sur ces sujets-là, de la profondeur, des conséquences de ne pas s'autoriser à parler. Parce que c'est un peu ça Ah, l'idée, en fait. complètement. Est-ce que, il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, un conseil sur lequel tu voudrais conclure?
La parole est à toi. Alors, on a abordé effectivement beaucoup de sujets. Euh, on a traité principalement les plus importants. Euh, dire qu'on n'est pas immunisé contre l'infidélité est important de se le dire. Vraiment. Et penser que on détient une religion, on détient une croyance, on détient un mindset ou je ne sais quoi, pourrait nous éviter. Non. C'est justement ces personnes-là qui tombent dans le piège à partir du moment où je me protège pas. Hmm. Quand je dis me protéger, c'est plutôt me dire que là, cette situation peut m'amener potentiellement à. Hmm. Plutôt que de me dire, mais non, mais moi, je gère, je suis un super gars de l'espace, donc peu importe la situation, peu importe la blonde qui se propose à moi, eh Hmm. bien, je suis en capacité de pouvoir gérer le truc. C'est pas vrai. Plus je reconnais en fait mes fragilités et comment je suis programmé, plus je suis en capacité de me dire, haha, là, j'y vais pas. Ok. D'accord? Barakallahu fik, Brahim. Vraiment, Allah est magnifique. c'était vraiment un très beau. Je trouvais que c'était un très bel épisode. Où est-ce qu'on peut te Oui. retrouver pour les personnes qui souhaitent te contacter, Brahim? Dis-nous tout. Instagram, alors Brahim Tagbalout, enfin non, Brahim Tagbalout tout Ok. simplement. Tout attaché. Voilà, et puis là, à ce moment-là, vous allez tomber sur mon Instagram et je vous Ok. accueillerai avec, voilà, il y a des petites vidéos de part et d'autre qui peuvent parfois aiguiller ou éclaircir en fait une situation. Ok. Mais sur Instagram, Inch'Allah, tu peux me retrouver sans problème. Super. Merci beaucoup de ton temps, ta disponibilité et je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup et très belle journée à toi. Toi aussi, salam alaikum wa Merci, barakatuhu. alaykoum salam. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.